Nous voici à présent sur l'onglet qui va nous permettre de répondre à la question 2. Alors la question 2, en fait, a deux objectifs. D'une part, visualiser l'impact du nouveau calcul du coût d'achat sur le coût de production, donc on pourra faire un petit récapitulatif intermédiaire, mais surtout, comment est-ce qu'on va prendre en compte l'existence d'encours de production. Alors, si je reprends le tableau, la configuration du tableau, c'est une configuration que nous connaissons déjà bien, puisque nous commençons le tableau avec une répartition entre les éléments liés au premier produit, produit Abilène, produit Buffalo. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le coût de production va démarrer avec la prise en compte du coût d'achat, et ce coût d'achat est lui-même la résultante, dans notre cas, des calculs que nous avons effectués dans le fichier stock. Donc nous reprenons les éléments de calcul du fichier stock, et cela nous permet de déterminer un coût d'achat pour chacun des deux produits. Le premier constat est qu'effectivement, l'introduction des stocks va modifier à la marge, mais modifie quand même sensiblement le coût d'achat de chacun des produits. Il y a une diminution sensible de ce coût d'achat pour chacun des deux produits. Deuxième partie de l'analyse, on retrouve finalement en main-d'œuvre, machine spécifique ou machine exactement les mêmes montants que nous avions dans nos calculs de la semaine précédente. La nouveauté, on va la situer au niveau des encours de production. Donc si je prends le modèle Abilène, comment est-ce que je prends en compte les encours de production dans mon calcul de coût de production? Dans un premier temps, je vais prendre en compte et ajouter les encours initiaux. Rappelez-vous, c'est cette fameuse chaise qui n'a que 3 pieds, et lorsque je vais démarrer mon activité au 1er janvier, je vais d'abord finir les produits qui n'étaient pas finis, donc ils vont bien entrer dans ce processus, j'ai été capable de valoriser ces produits, donc ils vont s'ajouter dans le processus, et puis au 31 décembre de mon année, ma chaise non terminée, je ne pourrai pas l'introduire dans ma production, puisque finalement je ne peux pas la vendre. Donc je la mets de côté, et cette façon de mettre cet encours de côté, je le signale par un chiffre négatif. Donc je vais avoir ce même raisonnement pour les deux modèles de chaises, je rajoute l'encours initial, je diminue de l'encours final. Donc cela va modifier sensiblement mon coût direct de production. J'introduis les coûts indirects de production, là encore, exactement comme la semaine dernière, et cela me donne donc le nouveau calcul du coût de production, coût direct plus coût indirect. Pour terminer, nous allons faire un petit focus sur le résultat de nos calculs. Qu'est-ce qui a changé avec l'introduction de ces calculs de stock et de ces encours? Et bien en fait, il y a une différence relativement notable pour le modèle Buffalo. Désormais, le coût de production est de 76,61, il était de 79,36, donc il y a une différence à noter. Et pour le modèle Abilène, on a aussi un changement, puisque nous obtenons le chiffre de 85,59. Précédemment, nous avions 86,55, donc une différence non négligeable que l'on va retrouver ensuite dans le résultat analytique. Alors, ça signifie, avant d'aboutir au résultat analytique, que je vais aussi modifier la façon dont mes produits finis vont être valorisés, et donc ça va être l'objet de la question suivante. Nous voici à présent sur le premier des deux onglets qui va nous permettre de déterminer le résultat analytique dans ce nouveau contexte à la fois de stock et d'encours. Alors pour parvenir à ce calcul, il me faut passer par l'étape intermédiaire de stock de produits finis. Donc finalement nous avons la même procédure, la même problématique que le stock des matières premières. Alors ce tableau se présente exactement de la même façon que celui que nous avons vu précédemment. C'est-à-dire que les premières lignes sont alimentées par les données de l'énoncé, comme vous pouvez le constater, et nous avons ensuite repris les informations nécessaires pour alimenter ce tableau, c'est-à-dire que la deuxième ligne, si je prends le modèle Abilène, reprend finalement les entrées en stock. En l'occurrence, il s'agit de la production de l'année, et rappelez-vous, cette production de l'année était valorisée à 85,59. Donc nous avons en stock de l'eau, deux tranches de produits, exactement comme nous l'avons vu précédemment, et lorsqu'il s'agira de valoriser la sortie, eh bien nous allons appliquer la méthode première entrée, première sortie. Nous regardons quel est le montant total qui va être sorti, comment est-ce que je vais me débrouiller pour mettre en place cette méthode. Donc je regarde la quantité totale qui fait l'objet d'une sortie, et puis je vais valoriser ces sorties par tranche. Je fais sortir d'abord, en l'occurrence,
en quelque sorte les vieilles chaises, si je peux dire, et puis en deuxième temps, les chaises que je viens de fabriquer. Donc ici, ça va nous donner ce type de résultat. Les 108 représentent donc la valorisation de mes deux tranches, et si je veux avoir une idée du prix moyen, comment est-ce que je procède? Eh bien je vais dans cette cellule, on le voit ici, je vais diviser la valorisation totale de mes sorties de stock par la quantité de chaises qui sont sorties de mon stock pour ensuite être vendues à mes clients. Donc aujourd'hui, ma sortie de stock est de 85,81. Nous pouvons noter une dernière ligne que je n'avais pas commentée dans les stocks des matières premières. Donc il me reste 200 chaises à la fin de mon exercice, et ces 200 chaises, elles m'ont coûté chacune 85,59. C'est précisément le coût de production de l'année, c'est précisément le coût des entrées en stock. Donc je repartirai sur ces bases l'année suivante plus exactement. Donc à présent, il est possible d'aller voir ce qu'il se passe au niveau du résultat analytique. Donc l'onglet suivant va continuer de traiter la question 3, cette fois-ci en mettant en avant le résultat analytique. Alors pour aller plus vite, nous avons compilé les informations précédentes, et nous avons donc repris le coût de sortie du stock de nos deux produits finis. Nous faisons une transition assez rapide, il est inutile de reprendre l'ensemble des tableaux. Donc le coût de sortie de stock de mes produits finis pour le modèle Abilène, 85,81. Nous avons tenu compte des stocks de produits finis en début de période, nous avons tenu compte du coût de production de la période, donc ça nous donne ce nouveau montant, et nous avons 77,28 pour le modèle Buffalo. Ensuite, le déroulé de ce tableau consiste à suivre les points 7, 8, 9 et 10 de notre fiche méthode que nous commençons à bien maîtriser. J'introduis les coûts indirects de distribution et je calcule le coût de revient total. Alors, nous allons directement sur la dernière ligne, c'est celle qui nous intéresse. Nous pouvons constater que la prise en compte de la valorisation différenciée des stocks, le fait qu'il y avait des stocks peut-être un peu moins chers en début de période, fait que le résultat du modèle Abilène s'est modifié sensiblement, même plus que sensiblement, et surtout si on le compare au résultat antérieur, nous passons d'un résultat analytique de 794,95 à 1743,40. Ça reste modeste, mais c'est plus valorisant effectivement pour le produit. Nous avons aussi une amélioration notable du résultat pour le modèle Buffalo. Alors, que faut-il retenir de cette première partie du travail sur les stocks? C'est qu'effectivement, il existe un impact non négligeable du stock dans le calcul des coûts, notamment lorsqu'il existe une variation de coûts d'une période à l'autre. À ce niveau de notre raisonnement, nous avons répondu à une première partie de la problématique qui était celle des stocks. Désormais, nous avons la deuxième partie de l'énoncé à traiter. En l'occurrence, que va-t-il se passer si j'ai des déchets? Est-ce que je peux mesurer le poids des déchets dans le coût de revient? Et surtout, quel peut être l'impact de la valorisation de ces déchets sur mon résultat analytique? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Dans cette feuille de calcul, nous allons tenter de mesurer l'impact des déchets sur le coût de production en mesurant le coût induit par l'existence de ces déchets. Alors pourquoi est-ce que nous nous attaquons à cette problématique? C'est parce que les dirigeants ont pris conscience de l'existence de déchets dans le processus de production. Alors les matières consommées dans le processus de production ne se retrouvent pas en totalité dans le produit fini, c'est ainsi que nous l'avons signalé dans le tableau 4 de la feuille donnée. Donc il existe un surcoût lié à la mobilisation de matières premières qui ne se retrouvent pas au final dans mes produits finis. Donc l'objectif est de calculer ce surcoût. Nous allons prendre l'exemple du modèle Buffalo. Alors comment est-ce que nous allons nous y prendre? Eh bien en fait, dans une première ligne, nous allons reprendre la quantité de bois qui a été livrée à l'atelier. Dans une deuxième ligne, nous utilisons les données du tableau 4, et ici il s'agit de reprendre la quantité de bois qui compose chacune des chaises, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre le bois qui entre à l'atelier et le bois qui ressort transformé sous forme de chaise. L'écart entre les deux nous donnera les déchets. Pour valoriser ces déchets, nous reprenons un chiffre que nous avons déterminé précédemment, qui est le coût de sortie du stock de la matière première bois. Et nous pouvons constater que le surcoût pour le modèle Buffalo
le surcoût de ces déchets liés au bois est considérable puisqu'il se monte à 13 129 euros. Nous avons le même raisonnement pour le plastique et pour le modèle Abilène. À la fin du raisonnement, il est possible de faire la somme de tous ces surcoûts, bois plus matière plastique, hein, comme je l'indique ici, et de ramener finalement ce surcoût à l'unité. Donc les chiffres en rouge, ici, illustrent que pour chaque chaise produite, si je prends le modèle Buffalo, eh bien j'ai un surcoût lié aux déchets de près de 9,56 euros. Ce surcoût pour le modèle Abilène est de 6,04 euros. Alors ce surcoût est peut-être un élément sur lequel nous pouvons travailler si nous avons à affronter des concurrents qui proposent des chaises moins chères. Donc on constate que le problème se situe surtout pour le modèle Buffalo qui consomme plus de déchets. Nous pouvons noter donc qu'il existe un véritable surcoût, que cette non-valorisation des déchets a un impact non négligeable sur le coût de production, puisque le coût de production est de 76,61. Si on devait faire un petit ratio, on verrait que 9,56 € est une part considérable de ces coûts de production. Donc comment s'en sortir? Est-ce que l'on peut réduire cet impact des déchets en essayant par exemple de revendre une partie de ces kilos qui ont été achetés mais qu'on ne retrouve pas dans les produits finis? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de ce fichier. Dans la dernière feuille de ce classeur, nous allons donc nous intéresser à la valorisation des déchets et l'impact que cette valorisation peut avoir sur le coût de production. Alors, nous allons reprendre un cadre que nous connaissons désormais bien, en repartant en particulier du coût de production, du coût direct de production. Donc nous allons reprendre toutes les cellules qui ont été calculées durant la question 2, parce que le début en fait du calcul est tout à fait identique. Que se passe-t-il en fait dans ce tableau? Un focus doit être fait sur la valorisation de ces déchets. Regardez à quel endroit nous le situons. Eh bien, pour valoriser les déchets, il suffit de rajouter 2 lignes supplémentaires qui vont en fait diminuer d'autant le coût de production, le coût direct de production. Comment se calculent ces lignes? Eh bien en fait, j'ai été calculer le montant de déchets par produit et puis je l'ai valorisé par le montant qui m'a été indiqué dans la feuille donnée, c'est-à-dire le prix qu'un partenaire extérieur accepte pour récupérer donc ces kilos de bois et ces kilos de plastique. Donc chiffre négatif parce que ça va réduire d'autant mon coût direct de production. Donc cet impact se situe à ce niveau-là. Ensuite, nous introduisons les coûts indirects de production comme nous avons l'habitude de le faire, ce qui nous permet de calculer le coût direct de production. Et là, évidemment, il y a un deuxième changement par rapport à précédemment, parce que lorsque j'arrive au coût de production, il y a la problématique d'entrée en stock qui intervient. Donc ma façon de calculer l'entrée en stock va être modifiée, puisque je viens de modifier mon coût de production. Donc là, j'ai un petit récapitulatif de l'entrée en stock, quelque chose d'assez simple, mais qui me permet de montrer encore le cheminement de ce changement lorsque j'ai une valorisation des déchets. Donc l'entrée en stock est inférieure. Rappelez-vous, nous avions un montant qui devait être aux alentours de 85 €, donc là on a diminué. De la même façon, le coût d'entrée en stock du modèle Buffalo est inférieur. Je tiens compte de mes stocks précédents, enfin je refais le même calcul pour la sortie de stock, ce qui fait qu'au final, je vais avoir un coût de sortie de stock du produit fini de 84,6 pour le modèle Abilène et de 75,69 pour le modèle Buffalo, ce qui me permet de déterminer un nouveau coût de revient. Alors ce nouveau coût de revient, si je m'intéresse maintenant à la dernière ligne, me permet d'accroître ma profitabilité, puisque là encore, si je prends le modèle Abilène, on voit que le résultat analytique a considérablement augmenté, il a même augmenté de 88%, et dans le cas du modèle Buffalo, il a augmenté aussi, alors dans une moindre mesure, mais il a augmenté néanmoins. Donc nous pouvons cette fois-ci visuellement constater que la valorisation des déchets va effectivement permettre une réduction du coût de revient total de chacun des deux produits. Nous pouvons constater que la marge unitaire est considérablement améliorée, surtout pour le modèle Abilène, mais ça va être la même chose donc pour le modèle Buffalo. Donc les stocks, les déchets, les encours sont tous des éléments qui vont concourir à la construction du coût, qui vont avoir un impact sur ce coût,
Et cette semaine, en fait, nous permettait d'avoir une vision plus réaliste de ce qui se passe dans l'entreprise et de pointer du doigt l'effet de ces différents éléments sur le calcul des coûts. Donc nous en avons fini avec la méthode des centres d'analyse. Vous avez donc un premier aperçu d'une méthode des coûts complets. Et pour les dirigeants de notre entreprise, l'aventure ne s'arrête pas là, parce que plusieurs questions restent en suspens, et en particulier, est-ce que ce chiffre-là est vraiment le bon chiffre? Peut-on dire véritablement que le modèle Abilène est si peu rentable? Il faudra peut-être analyser plus précisément ce qu'il se passe à l'intérieur du processus de fabrication, puisqu'on avait vu la semaine dernière que c'est probablement là que se situait la problématique. Alors, il se trouve que nous avons prévu d'aborder ce thème la semaine prochaine avec une nouvelle méthode de calcul des coûts qui nous permettra de conforter cette première analyse ou au contraire qui nous permettra de prendre d'autres décisions et d'envisager le problème sous un autre angle. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation, je dirais, et je vous dis à bientôt.